Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, on s'intéresse aux mots et à la littérature. En plateau, plusieurs invités, plusieurs écrivains qui nous présentent leurs derniers ouvrages. Des interviews en toute intimité entre lecture et confidence. Au dernier chapitre de la semaine, on recevait sur notre plateau Pascal Vanderberg, directeur de Payot. Alice a la passion du chocolat. Dans sa cuisine, elle fabrique des délices en forme de cœur. Son mari possessif, infidèle et violent meurt après avoir dégusté l'un de ses pralinés épicés. Une enquête est menée car les causes de son décès sont douteuses. Voilà l'intrigue de l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, La Dame de chez Tristan, de Jean-Robert Probst. Avec nous sur le plateau, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une histoire chocolatée, épicée, des meurtres. Oui, c'est ça. Et puis, en filigrane, je crois que c'est important aussi, en filigrane, il y a une sorte de réquisitoire par rapport à la violence faite aux femmes en général. Parce qu'en Suisse, il y en a beaucoup, il y en a, je pense qu'il y a à peu près 10 000 cas qui sont annoncés, plus tous les autres, parce que les femmes ont peur ou ont honte. Et puis, il y a chaque année 14 femmes qui décèdent, malheureusement, sous la violence de leurs compagnons. Donc, ça, c'est vraiment en filigrane, et c'était important que cette femme, cette Alice, qui est elle est adorable, parce qu'on tombe amoureux d'elle tout de suite, elle est gentille, elle est sympa, elle aime le chocolat, elle fabrique des petits chocolats, etc. Et cette femme est vraiment victime de ce mari violent. Et elle essaye toujours de compenser le mal de son mari en faisant du bien. C'est-à-dire faisant du bien en créant des petits chocolats, en les vendant au marché, et puis en les distribuant quelquefois dans les hôpitaux aussi. Alors vous êtes un habitué de l'écriture, plusieurs ouvrages qui sont à votre actif, mais ces personnages, comment est-ce que vous les créez? Comment ils viennent dans votre imagination? Alors j'avais très envie de faire un livre sur le chocolat, dans le domaine du chocolat, avec l'odeur du chocolat, et puis les personnages, ils sont imaginaires. À part quelques personnages qui sont réels et qui doivent intervenir pour la crédibilité du récit, les autres sont tout simplement imaginés. Cette femme, je l'ai créée, je l'ai dessinée dans ma tête, comme si je la connaissais aujourd'hui. Mais elle n'existe pas dans la réalité. Ou si elle existe, je ne l'ai pas rencontrée. Alors, cet ouvrage a été présenté chez Tristan, qu'on peut lire d'ailleurs dans l'ouvrage. Pourquoi cette passion du chocolat? Vous nous disiez que vous aviez envie de parler du chocolat, mais pourquoi? Oui, tout simplement pour une raison simple, c'est que j'habite Perrois. Ouais. J'habite Perrois, et à Perrois, il y a un chocolatier qui s'appelle Tristan. Donc j'imaginais mal faire un sujet de livre sur le chocolat sans parler de Tristan. Et je suis allé voir Tristan, bien entendu, et je suis allé lui parler de ce roman, et je lui ai présenté quelques chapitres, et je lui ai demandé si je pouvais utiliser son nom, parce que c'est un nom qui est très connu, et je voulais pas avoir de problème. Et il était enthousiaste, et tout de suite il m'a dit « Ah, c'est formidable, ça me fait plaisir, je suis très flatté d'être dans un bouquin », et on a eu un très 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 bon contact tout de suite, et c'est la raison pour laquelle maintenant on est devenus très amis, et je présente ce livre chez lui, je parle de Tristan et il parle de moi, voilà. Vous avez choisi de nous lire un extrait, je vous laisse la place. Oui, absolument. Alors c'est les deux gendarmes, c'est l'inspecteur et le gendarme qui arrivent chez Tristan justement pour annoncer le décès de ce mari violent à Alice, et puis il s'apprêtait à pénétrer dans la boutique chocolatée lorsque le gendarme retint son supérieur par la manche. « Attends, si tu veux connaître l'extase de ta vie, il faut fermer les yeux et retenir ton souffle avant d'entrer. » L'inspecteur, surpris, obéit aux injonctions de son compagnon. Il prit un grand bol d'air, ferma les yeux et le suivit dans le royaume de Tristan Carbonato. « Voilà, tu peux ouvrir en grand tes yeux et tes narines, » ordonna le gendarme. À l'intérieur, tout était blanc, d'une blancheur totale, surprenante, quasi irréelle, avec un peu partout des touches formant un camailleux de brun doux, brun clair, brun foncé, brun noir. Le chocolat s'y étalait sous toutes ses formes, en plaques, en bâtonnets, en sachets, en grappes, en barquettes et en feuilles finement ciselées d'une grande délicatesse. L'inspecteur Haguet inspira longuement et ce fut comme une explosion d'arômes qui éclata dans sa tête.
De quoi donner envie de manger du chocolat. Vous en avez mangé beaucoup. Hein, j'en mange trop. Plus sérieusement, en tant qu'écrivain, pourquoi c'est important pour vous que la région se lise dans vos ouvrages? Parce que... Prenons le cas des polars suédois. Tout à coup, les polars suédois sont intervenus. Pourquoi? Parce que des écrivains suédois ont eu envie de parler de leur région. Et je le comprends. Et personnellement, j'ai envie de parler de cette région, qui est la plus belle région du monde, évidemment, et puis de donner envie aux gens de la découvrir ou simplement de la découvrir en étant de la région, parce qu'il y a plein de gens qui habitent dans cette région-là. Mais est-ce que les Suisses ou les habitants de cette région ont assez d'histoires à être racontées? Oh là là, il y en a beaucoup trop. Ouais. Il y en a suffisamment pour écrire 150 livres. Ouais. Il y a les vignerons, là il y a le chocolat, il y a les gens qui travaillent, qui sont pendulaires. Il y a vraiment énormément de personnes différentes. Il y a les petits artisans, à Perrois, il y a une boulangerie, il y a une épicerie avec une épicière extraordinaire. C'est un roman. Tous ces gens-là sont des gens de romans et pourraient donner lieu à des romans. La Dame de chez Tristan, à découvrir aux éditions Ma Petite Librairie. Et puis, je crois qu'on peut vous rencontrer tous les samedis, c'est ça, chez Tristan? Alors oui, ouais. Tous les samedis jusqu'à Noël en tout cas, je vais chez Tristan avec ma petite librairie, ma petite valise qui est la plus petite librairie du monde, et je propose des livres aux personnes qui attendent, et je fais des lectures, parce que souvent il y a une file d'attente, comme il y a 10 personnes qui peuvent entrer à la fois, il y a une file d'attente qui se forme, alors je fais des lectures pour faire patienter les clients de chez Tristan. Une bonne option, surtout en cette période compliquée. Jean-Robert Probst, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. 30 lettres virtuelles rédigées chaque jour du mois de novembre. C'est le défi littéraire que s'est lancé le Nyonnais. Marlou Carlène, bonjour, merci d'être avec nous. Alors ce projet, comment est-ce qu'il est né? Il est né de l'envie de faire quelque chose du mois de novembre qui est normalement un peu oisif au niveau créativité, production. J'avais envie de mettre un challenge pour donner une discipline dans l'écriture, puis après de pouvoir le partager aussi sur les réseaux et puis d'offrir quelque chose de culturel aussi en ces moments, quoi. Ouais, alors c'est la première fois que tu fais lire tes textes à un public. Pourquoi ce passage? Je me dis qu'il fallait bien le faire une fois. Et puis c'était aussi une manière de soutenir un peu ce challenge que je m'étais donné pour pas que je sois tout seul dans mon coin et puis que je puisse perdre la motivation. Là, j'ai des retours, des gens qui me lisent. Donc ça me force aussi tous les jours à continuer et puis à pas me démoraliser, quoi. Ouais, parce que ça devient long, c'est ça? Oui. Enfin, ça va, j'ai encore l'envie et puis j'ai encore du plaisir à le faire, mais c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué puisque les thèmes se retrouvent un peu entre eux. Puis parfois, j'ai un peu plus de peine à garder le rythme, à commencer le matin, tout ça. Donc ça devient un peu plus dur qu'au début, mais pour l'instant, ça va, c'est cool. Parce que, alors pour qu'on s'imagine la chose, tu n'es pas vraiment face à une page blanche, puisqu'il y a à chaque fois une contrainte qui est donnée par le public. Comment ça se passe? Ouais, alors j'ai demandé avant le début du mois à mes amis sur Instagram de m'envoyer des contraintes. Donc il y a une contrainte générale pour tout le défi qui est le format d'une lettre, donc d'un destinataire à quelqu'un qui la reçoit. Et puis eux me donnent des contraintes de situation, donc ça peut être une lettre écrite à un tel, ou une lettre de menace, ou une lettre de démission, ou tout ça. Et après je pars de ça et puis j'écris une lettre dans la journée. Alors on va prendre un exemple, 8 novembre, lettre de séduction, et je te laisse nous lire un extrait. Ouais. Alors. Salut. Ça fait beaucoup de café côte à côte, sans d'autres mots que les regards. Séparés par l'espace entre nos deux tables. La minuscule fissure entre la 6 et la 7. Et j'ai pourtant l'impression que l'élan pour t'atteindre est inhumain. Je te glisserai cette lettre avant de partir prendre mon bus. À la fin de la lecture, je serai déjà loin. Je ne nous fuis pas. Je ne voudrais simplement pas te mettre dans l'embarras et t'imposer ma présence. Je voudrais t'inviter lundi, rapprocher les tables et une fois, boire ce café ensemble. Je ne voulais pas attendre plus longtemps. J'ai découvert cet endroit il y a plusieurs mois. Je cherchais un café simple, où les bruits de porcelaine se mélangent au brouhaha des discussions. Je voulais écrire là où les histoires naissent, ces lieux de prétexte, pour prendre son temps, pour laisser une oreille curieuse s'immiscer dans la vie des gens, pour discuter sans la rigidité des rues et des horaires, pour rompre, se dire je t'aime, se regarder, ces lieux de chapitres, de projets. J'ai aimé ce café pour ça, une simplicité à boisson unique, sans fioriture pour se laisser décorer par les discussions, sans l'urgence de faire tourner les clients. J'en ai fait une habitude avant même d'être remarqué.
Alors on voit finalement les gens sont assez demandeurs de quelque chose de romantique. Oui, ouais, je pense que c'est le format lettre qui crée ça, qui demande, et puis c'est aussi moi qui a tendance à tourner les thèmes généralement en histoire romantique et d'amoureuse, parce que c'est un thème qui me parle bien et que j'aime bien écrire. C'était un peu ta fibre sensible finalement qui est mise là à nu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ce qui faisait peur au début, c'était de dévoiler un peu des aspects fragiles, de fragilité ou de sensibilité. Mais j'ai remarqué que plus les lettres sont honnêtes et puis à nu, et plus les gens sont contents de les lire alors. Parce qu'ils s'y reconnaissent aussi, forcément, j'ai l'impression. Et c'est un projet que tu partages avec d'autres auteurs, car là, on a écrit une. Oui. C'était la volonté de partager ça avec d'autres écrivains. Oui, c'est ça, ouais. C'était la volonté de pouvoir partager ça, donner des contraintes à d'autres écrivains qui puissent aussi intégrer le projet. Et il y avait aussi une volonté, en le mettant sur les réseaux, que des gens qui me suivent sur Instagram, qui lisent ça, qui reçoivent les contraintes en même temps que moi, puissent aussi à côté écrire. Je sais que certains ont utilisé les contraintes que je tirais le soir pour écrire pour eux-mêmes le lendemain. À l'avenir, on pourrait imaginer un bel ouvrage qui naît finalement de toutes ces écritures. Est-ce que ça t'a donné envie? Oui, ouais, ça m'a donné envie. Là, je commençais à y réfléchir un peu plus, de pouvoir avoir quelque chose de physique qui sort de tout ce projet-là. Mais je ne sais pas encore comment ni avec qui, mais on va voir ça. Ouais, Marlo Carlène, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis si on veut suivre ce projet sur Instagram? C'est ça, c'est sur Instagram avec le @carlomar avec un tiret d'en bas à la fin. À l'avenir, une future vocation d'écrivain, est-ce qu'on peut le dire? J'espère, ce serait bien. C'est ce qu'on te souhaite, Marlo Carlène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Serge Heugebard présente son nouvel ouvrage « Ballade d'un rêveur solidaire », un recueil de récits, de portraits, de personnages anonymes et de personnalités du spectacle, des arts et de la politique. Serge, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, ce livre, plusieurs récits, plusieurs personnages, comment est-ce que vous les avez choisis ? Alors, ces personnages ont été choisis en fonction de l'évolution de l'espace Harvey-Fabienne, c'est-à-dire, on m'a demandé de venir en Suisse pour reprendre un foyer de jeunes dits délinquants, à l'époque, c'est un terme que j'aime pas, mais enfin, de gens qui sont pas très dociles, disons, des indociles, voilà, on pourrait dire, comme on ne dit plus sourd, on dit non-entendant, on dit plus délinquant, on pourrait dire indocile. C'est une litote. Et j'ai développé ça de manière à ce que n'importe qui puisse venir s'exprimer là-dedans, parce que j'ai créé toutes sortes d'ateliers, de sculpture, de peinture, etc., pour que les gens puissent exprimer ce qu'ils ont vécu en dehors du langage, parce que le langage est trop répétitif, et en plus, les gens ont toujours l'impression de devoir dire ce qu'on souhaite entendre, notamment les psychologues, les juges, les travailleurs sociaux, etc. Donc, et aussi, lorsqu'ils se vantent de leurs méfaits, ils racontent toujours la même chose en modifiant, en amplifiant, mais bon. Alors que si ils sont confrontés à une technique qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, alors tout à coup, l'œuvre devient extrêmement vraie, enfin authentique. Justement, quelle technique est-ce que vous avez adoptée pour leur donner la parole à ces personnages, ou plutôt ces personnalités ? Ben justement, peinture, sculpture, film, son, enfin toutes sortes de choses. Et puis, quand j'ai créé ça pour les jeunes, la question s'est posée parce que tout de suite, il y a eu beaucoup d'œuvres. On se demandait si tout le monde participerait à ça. Il y a eu beaucoup d'œuvres. Et moi, j'ai proposé que, puisque leurs parents étaient souvent représentés, que leurs parents viennent voir et s'expriment à propos de ces œuvres. Les mères, les premières, ont été très touchées et elles ont demandé à faire la même chose, à pouvoir s'exprimer dans ces ateliers. Puis ensuite, elles ont demandé à ce que leur mari puisse venir aussi. Et certaines mères ont dit, nous, on est coincés entre deux générations. Quand on était gamine, nos parents nous méprisaient, ne nous reconnaissaient pas, etc. Et maintenant qu'on est mères, ce sont nos ados qui nous méprisent. Donc finalement, je vous coupe pour essayer de comprendre, cet ouvrage, c'est un travail d'ethnologue pour raconter ces histoires-là ? Non, c'est un travail de conteur. Non, ethnologue, non. C'est trop scientifique. Donc il y a une forme romancée de l'histoire, on en fait de ces personnalités des personnages, voilà. Alors du coup, sont venus des jeunes, des mères,
qui avaient des enfants beaucoup plus jeunes, des grands-parents qui sont venus, parce que les mères ont dit on aimerait que nos parents, puisqu'ils ne nous comprenaient pas, viennent et tout ça. Et on a travaillé sur 3 à 4 générations. Et Catherine Dolto, qui est une bonne copine depuis un quart de siècle, m'a dit tu devrais écrire ça, mais dans le même ton que tes romans. Et en même temps, décrire ce qui t'a amené à ça. C'est pour ça que l'image qui commence, c'est celle d'un jeune qui dit « Moi, monsieur, je suis né sur un toboggan, on m'a mis là-dessus, ça glisse, je ne peux pas choisir, ça descend. Et pour vous, c'est comment ?» Et alors, je raconte quel est mon toboggan à moi. Alors forcément, vous avez un lien avec ces jeunes, avec ces histoires. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous vous êtes reconnu dans ces histoires, dans ces portraits ? Ah ben, je me suis reconnu dans le mien de portrait. Non, je ne m'identifie pas. D'une part, je ne m'identifie pas aux gens dont je parle, j'espère les honorer plutôt, et d'autre part, je ne les utilise pas comme cas, comme dans la plupart des essais de psychologues. Je connais bien Cyrulnik, par exemple, et d'autres. Ben, souvent, ils parlaient de cas. Et un jour, je dis à Cyrulnik, si tu parlais de toi, tu aurais un succès formidable. Ce qu'il a fait, ça a marché. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'authenticité. Quand on parle des gens, comme on parle de cas de souris blanche, on a un poste d'observation supérieur et on décrit, on analyse et on donne nos conclusions. Quel est le rôle de l'écrivain dans tout ça, justement, lorsqu'il raconte ? Un conteur. C'est-à-dire, on raconte ce qui nous a touché de la personne. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est enfermée dans le personnage qu'on lui fait. Il se peut d'ailleurs que ce soit un peu erroné à ses yeux. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un, la personne ne se reconnaît pas tout à fait dedans. Mais ça touche quand même à des choses plus vraies de voisinage. Alors, vous avez choisi justement de nous lire un passage. Pourquoi celui-ci ? Eh bien, parce que c'est un peu la conclusion de ce bouquin. Voilà bien notre voie commune, que notre enfance fût heureuse, gaie, ensoleillée, que nous soyons héritiers d'une histoire riche d'événements positifs, peuplée d'ancêtres solides, ou que notre passé fût ténébreux, notre vie brisée par des pertes ou des outrages, hantée par des individus malfaisants, stigmatisés de sordides, nous avons tous à figurer sur un fond. Ce que vous faites, vous, à la télé, vous êtes en face d'un fond, vous vous détachez. C'est la tâche de chacun d'entre nous de personnaliser ce qui advint, mettre en œuvre ce qui fut, pour tracer un sillage, débroussailler, baliser, entrevoir. Chacun a son rôle dans la société. Chacun a son rôle dans la société. Alors, c'est vraiment une grande question, ça. C'est-à-dire que la société, souvent, nous prive de notre rôle par ses urgences, par ses nécessités. Il faut bouffer, il faut travailler pour s'alimenter. Donc, assez souvent, on ne fait plus ce pourquoi on est fait. Et dans ces ateliers, les gens ont retrouvé ce pourquoi ils étaient faits. Ça, c'est un point de vue qui m'est venu de l'observation de toutes ces personnes. C'est très, très curieux. On est fait pour quelque chose. Alors, vous direz le contraire ou pas, mais certainement que vous êtes fait pour l'écriture. 12 à 13 livres à votre actif. J'imagine que le prochain est déjà en cours. Les 2 prochains sont finis. Vous ne vous arrêtez jamais. Face à la plat, vous n'avez jamais de page blanche quelque part. Toujours envie d'écrire. C'est-à-dire, j'écris soit des romans, soit des contes, soit des chansons. Alors actuellement, j'ai terminé 2 autres romans, un sur l'assassinat de Sissi à l'Arme Blanche à Genève, qui ressemble très très fort aux attentats qu'on peut connaître aujourd'hui, et à peu près pour les mêmes raisons, des fanatiques qui tout à coup s'investissent d'une mission, passent à l'acte, et un peu au hasard, parce que Sissi, c'était pas prévu que ce soit elle qui soit trucidée. L'assassin voulait faire un coup pour faire parler de lui et tuer le comte de Paris qui n'était pas là. Il se fait que Sissi était là, il a tué Sissi, en plus par hasard. Elle ne devait pas être là à ce moment-là. Donc, c'est un roman très d'actualité. L'autre, c'est une série de nouvelles. Et puis, maintenant, j'ai posé un peu cette question-là. Et je travaille pour des chanteuses avec un spectacle en vue
qui s'appelle Balade avec Nilda Fernandez, qui était un ami très très proche. Et ces derniers jours était dans la région, ici chez moi, à Mont-sur-Rolle. On se baladait dans les vignes là, puis il est décédé quelque temps après. Et on est en train de faire un montage de chansons, des siennes et des miennes, pour illustrer ce qu'on se disait depuis 50 ans. Je le connais depuis 50 ans. De quoi se retrouver pour une balade sur la route des histoires. Et celui-ci, balade d'un rêve solidaire. Serge Huchbart, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous. Merci. Dernier chapitre de notre semaine dédiée à la littérature avec un fervent défenseur et un amoureux du livre, le directeur de Payot, Pascal Vandenberg. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors à Genève, jusqu'ici, la majorité des commerces étaient fermés, sauf les librairies, et c'est d'ailleurs un peu grâce à vous. Comment est-ce que vous avez réussi ce tour de manivelle ? Moi, j'en tire pas une gloire personnelle. Disons que c'est vrai qu'on a essayé de sensibiliser sur le livre en tant que bien essentiel. On l'a vu pendant la période de semi-confinement entre mi-mars et mi-mai, où effectivement la demande en livre a été excessivement forte. Les gens restant chez eux, Netflix ça va bien quelques jours, les réseaux sociaux ça va bien quelques heures. Et donc il y a eu un retour à la lecture, au livre. Et puis c'est vrai que le livre, aujourd'hui, avec toute la culture vivante et patrimoniale fermée, inaccessible, le livre reste une des dernières portes d'entrée vers la culture et il nous a souhaité nécessaire que cette porte reste entrouverte. Et donc c'est vrai que c'est une victoire morale, en tout cas, d'avoir le livre reconnu comme un bien essentiel. Alors on va parler de cette essentialité d'ici quelques instants, mais on pourrait dire que pour vous, pour Payot, finalement, c'est un peu facile puisque vous êtes le géant première librairie francophone de Suisse, donc vous avez forcément un peu d'influence auprès des autorités, vous le voyez comme ça ? C'est pas seulement à ce titre-là, j'ai été pendant 4 ans président du Trade Club de Genève, qui est l'association des grandes enseignes de Genève, donc c'est beaucoup à ce titre-là que je me suis exprimé, mais c'est vrai aussi que voilà, j'entretiens des relations régulièrement, je ne suis pas le seul, avec Thierry Apotello, qui est le chef du département culture, enfin cohésion sociale dont la culture, et qui est quelqu'un de très à l'écoute du livre et de la lecture. Et puis voilà, mais je n'ai pas une influence, je ne considère pas avoir le bras si long que ça pour pouvoir obtenir ce genre de choses à moi tout seul, vous voyez. Ouais. Alors évidemment, le livre, c'est votre commerce, mais vous croyez intrinsèquement en sa valeur, pourquoi ? Parce que c'est le plus ancien média de communication, d'instruction, de diffusion de l'information, de la culture, et que ça reste inamovible, contrairement à tous ceux qui nous promettent très régulièrement, depuis très très longtemps, quasiment depuis que le livre existe, on nous promet qu'il va disparaître. C'est un phénomène qui s'est accéléré à partir de la fin du 19e siècle avec l'apparition du cinéma. Et puis à chaque fois qu'il y a un nouveau média, le livre est mort. Et en fait, le livre est beaucoup plus résistant, il s'adapte beaucoup mieux qu'on croit et il a une vraie utilité. Donc voilà, et puis c'est vrai que moi je suis un autodidacte, donc le livre a été à la base de ce que je suis aujourd'hui, donc je suis aussi reconnaissant de ça envers lui, et donc je sais le pouvoir qu'il peut avoir pour changer une vie et pour aider à construire une pensée, une activité. Je crois même que vous êtes un amoureux de Sartre, c'est un peu votre premier modèle. Est-ce qu'il vous aide à philosopher dans le contexte actuel ? Alors il y a plusieurs Sartres. Le Sartre politique, je trouve que c'était vraiment ce qu'on peut appeler une buse totale. Sur le plan politique, il a fait que des erreurs, mais vraiment c'est flagrant quoi, par rapport à, par exemple, à Raymond Aron. Sur le plan philosophique et sur le plan des romanciers, c'est effectivement quelqu'un il n'est pas le seul, mais ça fait partie des auteurs qui m'ont aidé à me construire une pensée quand j'avais entre 18 et 20 ans. Donc je reste attaché à ça, mais j'en ai découvert beaucoup d'autres depuis et je me sens aujourd'hui beaucoup plus proche d'autres philosophes que de Sartre en tout cas. Aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, est-ce que ça a un impact sur votre chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires de Payot ? Oui, alors il y a eu plusieurs effets. C'est vrai que le livre va plutôt bien. Les 2 dernières années avaient été bonnes. Bon, là, il y a eu cette rupture avec le Covid. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu d'un seul coup ce retour au livre d'un certain nombre de gens qui se sont retrouvés à finalement revenir vers le livre pendant la période de semi-confinement, avec des ventes en ligne qui ont explosé, qui nous ont permis de compenser une partie de l'activité perdue par la fermeture de toutes les librairies à l'époque. Et puis, depuis le déconfinement, on voit que je pensais que les ventes en ligne retomberaient à un niveau bas. Elles sont restées très élevées. Et les magasins vont très bien aussi. Donc on voit qu'il y a une vraie croissance du livre en tant que tel. C'est pas seulement le cas chez Payot, c'est le cas chez tous les libraires de Suisse romande. La différence, c'est que nous, on a un site internet qui est assez important. Mais même pour les autres, depuis le 11 mai, les croissances sont quand même importantes. Ça veut dire que c'est un marché qui a du rebond et une capacité, effectivement, à trouver de nouvelles forces. Donc pour l'instant, ça va bien. L'inquiétude, elle est plutôt sur la fin de l'année, mais ça, c'est pas spécifique à la librairie.
c'est spécifique à tous les commerces parce qu'on a depuis quelques années une concentration des ventes de Noël qui se fait sur les 4 derniers jours, du 20 au 23. Alors d'habitude, les magasins sont bondés, puis on vit avec, même si on préférait que ce soit autrement. Mais cette année, c'est juste pas possible. Alors c'est vrai que j'attire vraiment l'attention. Je suis aussi président du Trade Club vaudois maintenant, donc qui rassemble les grandes enseignes du commerce. Et à ce titre-là aussi, certaines enseignes font 30 à 40% de leur chiffre d'affaires de l'année sur le mois de décembre. Donc rater décembre serait une catastrophe pour eux. Et deux moyens, je dirais, pour la population d'aider les commerces en cette période difficile, c'est d'une part d'anticiper au maximum les achats de Noël. Les achats de Noël faits avant le 15 décembre seront vraiment autant de prix pour fluidifier les derniers jours. Puis la deuxième chose, évidemment, c'est d'acheter en local et de privilégier les commerçants locaux plutôt que les commerçants étrangers. Un mot sur le Salon du Livre, une édition évidemment particulière. Quel bilan est-ce que vous en faites ? Déjà, je tire un bilan qu'on a bien fait très tôt de débrancher Palexpo en disant ça ne sera pas jouable pour plein de raisons. Et donc, alors c'était tard, mais c'était suffisamment tôt pour pouvoir se retourner. L'année d'avant, on avait déjà commencé à mettre en place une variante de Salon du Livre en ville avec quelques événements. Donc, c'était plutôt une extension de cette façon de faire exclusive cette année qui rapproche plus le salon d'un festival finalement avec des petits groupes, de l'intimité, des petites rencontres. Donc, c'était peut-être plus convivial que peut l'être le Salon du Livre, mais évidemment, ça n'avait pas la même puissance dans la mesure où le Salon du Livre à Palexpo attire des 100 000 personnes qui viennent de France voisine, de toute la Suisse romande. Là, on était dans un événement qui était plutôt genevois, en fait, et n'attirait guère qu'une clientèle genevoise. Mais c'était bien de pouvoir faire quelque chose dans cette période où la plupart des événements ont dû être annulés. Celui-là a pu se tenir dans de bonnes conditions de sécurité. Donc, c'était aussi une satisfaction de dire qu'on arrive quand même à faire quelque chose malgré l'absence d'offres culturelles en général. Faire vivre la culture, ça fait du bien. Le canton de Vaud qui donne un coup de pouce aux libraires et aux éditeurs vaudois. Les enseignes de gymnase et des écoles professionnelles pourront acheter pour leur classe un livre d'un auteur suisse, édité par un éditeur roman et acheté dans n'importe quelle librairie du canton. J'imagine que ça fait du bien. Non seulement ça fait du bien, mais je trouve que c'est très intelligent de la part de Cécile Marel et de son département d'avoir imaginé cette formule. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment, c'est à la fois un soutien à la chaîne du livre, les auteurs, les éditeurs, les libraires romans, mais c'est aussi de la promotion de la lecture auprès de populations qui parfois, en post-obligatoire et au niveau des apprentis, sont pas forcément des gens qui vont naturellement vers le livre, ça fait plus partie du cursus. Et donc je trouve que c'est très vertueux de pouvoir associer à la fois un soutien à la branche et la promotion de la lecture. Et je sais que Madame Amarel est très attentive à ces questions et très soucieuse de ça. Et je trouve que c'est vraiment une formule qui est intelligente. Et aussi un soutien aux éditeurs, aux écrivains locaux de la région, ça fait du bien. Dernier conseil que vous pourriez nous donner, un conseil lecture peut-être ? Alors là, des lectures qui sont parfois un petit peu coriaces pour d'autres, mais je suis en train de finir l'énorme biographie de Churchill qui vient de sortir. Alors moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'admiration, pas pour tout, lui aussi, sur le plan politique, il a commis pas mal d'erreurs, ou en tout cas des choses sur lesquelles je ne peux pas rejoindre, mais cette notion de courage, cette manière de s'engager est quelque chose qui mérite aujourd'hui qu'on regarde, parce que je trouve que dans notre monde, le courage est sans doute une des vertus les moins partagées, et c'est un exemple de courage, et ça c'est quelque chose qui pour moi est un modèle. Pascal Vandenberg, directeur de Payot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.